Qu'as-tu fait, espèce de voleuse noire? Comment oses-tu toucher à ma Bugatti, la dernière relique de ma femme? Tu n'es qu'une immigrée sans valeur qui détruit tout ce qu'elle touche. Hurla Jean-Pierre de Védrine, son visage rouge de rage, dans le couloir de l'hôpital, Necker enfant malade, à Paris. Amina Diallo, la jeune aide domestique sénégalaise de 24 ans, se tenait figée, les menottes aux poignets, encore essoufflée après avoir conduit en urgence pour sauver la vie de Chloé, la fille de son employeur. Trempée de sueur dans son uniforme bleu foncé, taché de vomi, elle fixait les portes de la salle de traumatologie, ignorant les regards hostiles des infirmières qui murmuraient sur sa peau foncée. Jean-Pierre, insensible à l'état de sa fille, continuait à vociférer sur les rayures et les bosses de sa précieuse voiture à 1 million d'euros, traitant Amina comme une criminelle inférieure. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sans elle, Chloé serait morte. Si cette éloignée histoire de courage face au racisme et à l'injustice vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos émouvantes. Laissez un like, un commentaire avec votre ville ou pays et partagez pour que d'autres découvrent ce récit incroyable. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez comment une simple bonne peut renverser un empire de préjugés et forcer un homme puissant à genoux. Qui sait, la rédemption pourrait vous surprendre. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres à guillotine de l'hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, projetant des ombres longues et froides sur les parquets cirés. L'air était imprégné d'un silence oppressant, celui d'une demeure où la richesse étouffait toute chaleur humaine. Les murs, ornés de tableaux impressionnistes et de moulures dorées, semblaient soudain murmurer des secrets de pouvoir et d'exclusion. C'était ici, dans ce palais urbain glacial, que vivait Amina Diallo, une jeune femme de 24 ans originaire du Sénégal, qui naviguait comme un fantôme invisible au milieu de ce luxe impersonnel. Amina ajusta son uniforme bleu marine, une tenue simple et fonctionnelle qui la rendait encore plus effacée dans cet environnement ostentatoire. Ses mains, abîmées par les produits de ménageur, tremblaient légèrement tandis qu'elle astiquait le grand piano à queue, un instrument que personne n'utilisait depuis la mort de Madame de Védrine. Chaque geste était précis, mécanique, fruit d'une routine forgée dans la survie. Elle avait quitté Dakar il y a 3 ans, animée par le rêve d'étudier les sciences sociales à la Sorbonne, mais la réalité l'avait piégée dans ce rôle de domestique. Pour payer ses frais de scolarité et son loyer modeste dans une banlieue lointaine, elle endurait ce travail ingrat, se levant aux aurores pour arriver avant que la maison ne s'éveille. Tandis qu'elle essuyait les touches d'ivoire, un bruit de pas léger retentit dans le couloir. Chloé de Védrine, une fillette de 7 ans aux cheveux blonds et aux yeux bleus immenses, apparut comme un rayon de soleil inattendu. Elle tenait un macaron rose dans sa petite main, un secret volé à la cuisine. « Amina, c'est pour toi », murmura-t-elle en français parfait, avec un sourire espiègle qui illuminait son visage pâle. Amina s'agenouilla, son cœur se serrant devant cette innocence. Chloé était la seule à la voir vraiment, à l'appeler par son prénom sans condescendance. Elle prit le gâteau avec gratitude, mais son esprit vagabondait déjà vers les dangers. Si on la surprenait, ce serait une nouvelle accusation de vol, amplifiée par sa peau noire qui semblait inviter les soupçons. La maison s'animait progressivement. La cuisinière, une femme d'une 50aine d'années, au regard dur, entra dans la pièce et lança un coup d'œil dédaigneux à Amina. « Dépêche-toi, la noire, le petit déjeuner doit être prêt avant que monsieur ne descende », grogna-t-elle, accentuant le mot « noir » comme une insulte banale. Amina baissa les yeux, serrant les dents. Ce n'était pas la première fois. Depuis son arrivée, les remarques racistes pleuvaient. Des « retourne en Afrique » chuchotés dans les couloirs, des regards qui la scrutaient,
comme si elle portait une menace invisible. Elle se rappelait son premier jour, quand le majordome l'avait averti. « Ici, on tolère les gens comme toi, mais ne te fais pas remarquer. Comme toi. » Ces mots résonnaient encore, un rappel constant de son statut d'étrangère, d'inférieure. Jean-Pierre de Védrine descendit l'escalier en marbre, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, son téléphone à l'oreille. Il était un magnate de l'immobilier, un homme dont l'empire s'étendait sur Paris et au-delà, construit sur des acquisitions impitoyables et des connexions politiques. Il ignora Amina, comme à son habitude, mais ses yeux s'attardèrent un instant sur le garage visible par la fenêtre, où trônait sa Bugatti Chiron, l'étoile bleue, un joyau mécanique valant des millions, legs sacré de sa défunte épouse. Pour lui, Amina n'était qu'une ombre utile, une immigrée qu'il employait par charité apparente, mais qu'il méprisait en silence pour sa couleur de peau. La matinée s'écoulait dans une tension palpable. Amina passait l'aspirateur dans le salon quand un visiteur arriva. Monsieur Dupont, un associé d'affaires de Jean-Pierre, un homme bedonnant aux joues rougissent par l'alcool et le pouvoir. Il s'installa dans un fauteuil, allumant un cigare malgré l'interdiction tacite. « Jean-Pierre, où est ta bonne ? » « J'ai soif, » lança-t-il d'une voix forte. Amina s'approcha avec un plateau de café, tête baissée. Dupont la dévisagea, un sourire moqueur aux lèvres. « Ah, voilà l'Africaine. Dis-moi, ma fille, tu viens d'où ? Du Sénégal ? C'est bien, vous êtes habituée à servir, là-bas, n'est-ce pas ?» Amina posa le plateau, ses mains tremblantes. Jean-Pierre rit poliment, sans intervenir, mais Dupont ne s'arrêta pas. « Regardez-moi cette peau noire comme du charbon. Tu dois te laver plus souvent, hein ? Ou c'est naturel chez les gens comme toi ?» Les mots claquèrent comme un fouet. Amina sentit une boule se former dans sa gorge, ses yeux piquants de larmes retenues. Elle voulait hurler, se défendre, rappeler qu'elle était étudiante à la Sorbonne, qu'elle rêvait de changer le monde, pas de le nettoyer. Mais elle se tut, car un mot de trop signifierait la fin. Licenciement, expulsion, adieu à ses études. Les deux hommes continuèrent tôt leur conversation d'affaires, ignorant son humiliation, comme si elle n'était qu'un meuble défectueux. Seule dans la cuisine plus tard, Amina s'appuya contre l'évier, respirant profondément pour calmer les sanglots qui menaçaient Yamone d'éclater. Elle pensa à sa mère, à Dakar, qui l'avait envoyée en France pour un avenir meilleur, ignorant les barrières invisibles du racisme quotidien. « Tiens bon, Amina », se murmura-t-elle en wolof, sa langue maternelle, un refuge secret. Mais au fond d'elle, une rage sourde bouillonnait, un feu qui un jour pourrait tout consumer. Pour l'instant, elle reprenait son chiffon, effaçant les traces de sa présence, comme si elle n'existait pas. Pourtant, ce matin-là, quelque chose changea subtilement. Chloé revint en cachette, glissant une fleur cueillie dans le jardin, dans la poche d'Amina. « Pour te faire sourire ?» dit-elle. Ce geste innocent raviva une étincelle d'espoir dans le cœur d'Amina, un rappel que même dans l'ombre, la lumière pouvait percer. Mais le poids des regards hostiles, des mots blessants, l'écrasait toujours. Elle ne savait pas encore que cette journée marquerait le début d'une tempête qui bouleverserait tout. La matinée s'étirait paresseusement dans l'hôtel particulier, un calme trompeur enveloppant les pièces comme un voile de soie fragile. Amina avait terminé de ranger le salon et se dirigeait vers la cuisine, son esprit encore hanté par les paroles venimeuses de Monsieur Dupont. Le macaron rose offert par Chloé reposait dans sa poche, un petit trésor sucré qu'elle n'osait pas manger, de peur qu'il ne soit découvert. Elle traversa le couloir au tapis persan, où les portraits d'ancêtres aristocratiques semblaient la juger du haut de leur cadre doré. Soudain, un bruit étouffé attira son attention, un toussottement sec, suivi d'un halètement désespéré. Dans le salon adjacent, Chloé était assise par terre, son visage enfantin, rougi par l'effort. Elle serrait sa gorge,
ses yeux bleus écarquillés de panique. Le macaron gisait à ses pieds, à moitié mangé. Amina sentit son cœur s'emballer comme un tambour de guerre. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle en s'agenouillant près de la fillette. Les lèvres de l'enfant gonflaient déjà, virant au bleu violacé, signe incontestable d'un choc anaphylactique. Amina se rappelait les avertissements de la nounou précédente. Chloé était allergique aux noix, une menace mortelle cachée dans les friandises innocentes. « Des noisettes, il y en avait dedans ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Chloé hocha faiblement la tête, son souffle se faisant rauque, comme si l'air refusait d'entrer dans ses poumons. Le temps s'accéléra en un tourbillon de terreur. Amina porta la main à l'interphone mural, ce système interne censé alerter toute la maison en cas d'urgence. Elle appuya frénétiquement sur le bouton, mais rien ne se produisit. Pas de bourdonnement, pas de réponse. « Merde, c'est en panne !» murmura-t-elle, un juron en français qu'elle avait appris dans les rues de Paris. La maintenance avait été reportée, une négligence typique dans cette demeure où les priorités allaient aux apparences plutôt qu'à la sécurité. Sans perdre une seconde, elle fouilla dans sa poche pour son téléphone portable, composant le 15, le numéro du SAMU. « Allô, SAMU, j'écoute », répondit une voix féminine, professionnelle mais distante, comme si elle traitait une commande banale. Amina déversa son urgence en un flot de mots précipités. « C'est une enfant, Chloé de Védrine, 7 dents, choc anaphylactique. Elle ne respire plus bien, ses lèvres sont bleues. On est au 16e arrondissement, rue de la Pompe. » Son accent sénégalais, chaud et rythmé, filtrait à travers son français impeccable, mais elle perçut une hésitation à l'autre bout du fil. « Calmez-vous, madame, confirmez l'adresse exacte. Et vous êtes qui, au juste ?» demanda la standardiste, avec une pointe de suspicion qui fit bouillir le sang d'Amina. Était-ce son accent, sa voix noire dans un monde blanc? Elle répéta l'adresse, insistant sur l'urgence, mais la réponse tomba comme un couperet. « Une unité est en route, mais avec les embouteillages ce matin, ça prendra environ 20 minutes. Restez en ligne, appliquez les premiers secours. » 20 minutes. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amina comme une sentence de mort. 20 minutes pour une enfant qui s'asphyxiait sous ses yeux? Chloé s'affaissait maintenant, sa poitrine se soulevant à peine, un râle faible échappant de sa gorge enflée. Amina posa le téléphone, ses mains tremblantes, sur le front brûlant de la fillette. Elle savait, par ses lectures de médical rapides pour ses études, que le cerveau pouvait subir des dommages irréversibles en quelques minutes sans oxygène. La suspicion de la standardiste, ce délai invisible causé par un préjugé subtil, la rongeait. « Pourquoi m'a-t-elle fait répéter ? Parce que je ne sonne pas française, » pensa-t-elle, la rage se mêlant à la peur. Pas le temps pour la colère. Amina porta Chloé dans ses bras, le corps léger et inerte de l'enfant contre sa poitrine. Elle courut vers le garage, son esprit calculant frénétiquement les options. Le SUV des employés était garé dehors, mais les clés étaient au bureau de sécurité, trop loin. Non, il fallait quelque chose d'immédiat, de rapide. Ses yeux se posèrent sur la Bugatti Chiron, cette bête mécanique bleue, étincelante, exposée comme une œuvre d'art sous les lumières, laide. C'était la voiture sacrée de Monsieur de Védrine, un symbole de son deuil pour sa femme, intouchable pour quiconque, surtout une immigrée comme elle. Le cœur battant, Amina hésita une fraction de seconde. Voler cette voiture signifierait la fin. Arrestation, expulsion, rêve brisé. Mais regarder Chloé mourir, impensable. Avec une détermination farouche, elle attrapa un vase en cristal sur une console voisine et le fracassa contre la vitrine, protégeant les clés. Le verre explosa en éclats, déclenchant une alarme silencieuse qui, elle le savait, alerterait Jean-Pierre via son téléphone. Les clés en main, elle ouvrit la portière passager, installa Chloé sur le siège en cuir, bouclant la ceinture autour de son corps mou. « Tiens bon, petite, je t'en prie. »
murmura-t-elle, une prière en wolof glissant entre ses lèvres. Assise au volant, Amina activa le moteur. Le rugissement du Wavan-16 quadriturbo emplit le garage comme un tonnerre primal, vibrant dans ses os. Elle appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant, franchissant les grilles automatiques qui s'ouvraient avec son badge. Les rues de Paris défilèrent en todigiadi en un blur, avenue de bordée d'arbres, feux lait rouges ignorés, klaxons furieux. Des sirènes de police retentirent au loin. Il l'avait là mais repérée, cette noire au volant d'une hypercar volée. Amina zigzaguait entre les voitures, son esprit focalisé sur l'hôpital, ignorant les appels entrants sur le tableau de bord. Chloé gémissait faiblement, sa peau pâle contrastant avec la sienne, un rappel cruel des mondes qui les séparaient. La poursuite s'intensifia. Une voiture de police surgit dans le rétroviseur, lumière clignotante. Amina accéléra, le cœur au bord de l'explosion, sachant que s'arrêter signifierait la mort pour Chloé. Ils me verront comme une criminelle, pas une sauveuse, pensa-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mais elle persistait, la Bugatti filant comme une flèche bleue à travers la ville, portant en elle le poids d'une vie et les chaînes invisibles du racisme qui la poursuivaient de déjà. Les rues de Paris s'effaçaient dans un tourbillon de klaxons et de lumières floues, tandis que la Bugatti filait vers l'hôpital, Necker enfant malade. Amina agrippait le volant de toutes ses forces, ses jointures blanchibles par la tension, jetant des regards anxieux vers Chloé, dont la respiration sifflante faiblissait à chaque seconde. Le moteur rugissait comme une bête enragée, couvrant les sirènes lointaines des voitures de police qui la poursuivaient. Elle ignora un feu rouge, slalomant entre les taxis et les piétons, son esprit focalisé sur un seul objectif, sauver cet enfant qui, malgré tout, avait vu en elle plus qu'une ombre noire. L'hôpital apparut enfin, un bâtiment massif et impersonnel, oasis de salut au milieu du chaos urbain. Amina pila brutalement devant l'entrée des urgences, les pneus crissant sur l'asphalte, laissant une marque fumante et une éraflure sur le pare-choc avant. Elle bondit hors de la voiture, arrachant la portière passager pour prendre Chloé dans ses bras. Le corps de la fillette était mou comme une poupée de chiffon, sa peau froide et bleue. « Aidez-nous, elle ne respire plus. C'est un choc anaphylactique », hurla Amina en français, sa voix brisée par la panique, résonnant dans le hall bondé. Des infirmières et des médecins accoururent, un chariot roulant derrière eux. Ils arrachèrent de Chloé des bras d'Amina, posant un masque à oxygène sur son visage minuscule, injectant de l'adrénaline dans son bras frêle. « Combien de temps depuis le début ?» demanda un médecin, les yeux rivés sur l'enfant. « 10 minutes, peut-être moins, » balbutia Amina, essoufflée, son uniforme trempé de sueur et taché de vomi. Le hall des urgences était un tourbillon de désordre, des patients gémissant sur des brancards, des familles angoissées, murmurant des prières, des alarmes stridentes ponctuant l'air chargé d'odeurs d'antiseptiques et de peur. Amina se tenait au milieu de cette tempête, isolée par un mur invisible de regards hostiles. Les patients, majoritairement blancs et parisiens, la dévisageaient avec suspicion. Une femme noire, en uniforme de domestique, sortant d'une hypercar de luxe. « C'est une voleuse, sûrement », murmura une femme âgée à son voisin, son ton imprégné de préjugés. Une infirmière, aux lèvres pincées, s'approcha. « Vous êtes qui, vous? Une immigrée? Attendez là, la police arrive. » Les mots claquèrent, comme des gifles, renforçant le sentiment d'exclusion qui rongeait Amina depuis son arrivée en France. Elle ignora les murmures, fixant les portes battantes où Chloé avait disparu, priant en silence pour que son sacrifice n'ait pas été vain. Soudain, un crissement de pneus retentit dehors. Une Mercedes noire s'arrêta en trombe, et Jean-Pierre de Védrine en jaillit, son visage crispé par une fureur contenue. Il repéra d'abord la Bugatti, garée de travers, avec ses éraflures de visibles et son capot encore chaud. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur
comme si on avait profané un sanctuaire. « Mon Dieu, ma voiture !» marmonna-t-il, passant une main tremblante sur la carrosserie rayée. Puis, son regard se posa sur Amina, debout près de l'entrée, épuisée et vulnérable. La rage explosa comme un orage longtemps retenu. Il s'avança à grands pas, ignorant les appels des infirmières, et l'attrapa par le bras avec une violence qui fit sursauter les témoins. « Qu'as-tu fait, espèce de sauvage ?» tonna-t-il, sa voix résonnant dans le hall, attirant tous les regards. « Ma Bugatti, la dernière chose que ma femme m'a laissée, et toi, une noire comme toi, tu oses la toucher. Tu l'as détruite avec tes mains sales d'Africaine. Tu n'es qu'une voleuse, une intruse qui n'a pas sa place ici. » Les insultes pleuvaient, imprégnées d'un racisme viscéral qui transformait son deuil en arme. Il ne demanda pas des nouvelles de Chloé, obsédée par les bosses sur la suspension, les rayures sur la peinture bleue étincelante. Amina recula, les larmes coulant malgré elle, mais elle tint bon. « Monsieur, Chloé, elle allait mourir, » murmura-t-elle, sa voix faible face à la tempête. Mais Jean-Pierre n'écoutait pas. Pour lui, elle n'était qu'une immigrée indigne, une menace à son monde privilégié. Les murmures autour d'eux s'amplifièrent. « Regardez-la, une Africaine au volant d'une telle voiture. Elle a dû la voler, » chuchota un patient. Une infirmière hocha la tête, ajoutant « Ces gens-là ne respectent de rien. » Le racisme ambiant alimentait la fureur de Jean-Pierre, le rendant aveugle à la vérité. 2 policiers entrèrent alors, alertés par l'alarme de la voiture. « Monsieur de Védrine, nous avons reçu un signal pour vol de véhicule, » dit l'un d'eux, un homme trapu au regard froid. Jean-Pierre pointa Amina du doigt. « Arrêtez-la, elle a volé ma Bugatti, cette criminelle immigrée. Je porte plainte pour vol aggravé et destruction de biens. » Les policiers s'avancèrent, l'un d'eux saisissant le bras d'Amina avec une brutalité inutile, la plaquant contre le mur. « Toi, la noire, mains en l'air, on sait ce que font les gens comme toi, » grogna-t-il, son ton chargé de préjugés qui fit bouillir le sang d'Amina. Elle se débattit légèrement, non par résistance, mais par désespoir, son corps heurtant un chariot médical qui se renversa dans un fracas métallique. « S'il vous plaît, Chloé, demandez au médecin, » supplia-t-elle, mais les menottes claquèrent autour de ses poignets, froides et impitoyables. Jean-Pierre observait la scène avec satisfaction, ignorant les portes qui s'ouvraient derrière lui, où un médecin sortait pour annoncer que Chloé était stabilisée. Le hall entier vibrait de tension, un microcosme de l'injustice qui écrasait Amina. Une femme noire, seule contre un système blanc, accusée avant même d'être entendue. Tandis qu'on la traînait vers la sortie, elle jeta un dernier regard vers les portes de la salle de soins, son cœur déchiré entre le soulagement et l'humiliation absolue. Les lumières fluorescentes du commissariat du 15e arrondissement clignotaient faiblement, projetant des ombres sinistres sur les murs gris et écaillés. L'air était lourd, chargé d'une odeur de café froid et de paperasse moisie, un mélange qui oppressait la poitrine comme un étau. Amina fut poussée sans ménagement dans une petite salle d'interrogatoire, une pièce étroite et glaciale, où une table métallique boulonnée au sol trônait au centre, flanquée de 2 chaises inconfortables. Les menottes lui mordaient l'un dans les poignets, un rappel cuisant de son statut. Non plus une sauveuse, mais une suspecte, une étrangère dans un système conçu pour l'écraser. Elle s'assit, le cœur battant, tandis que la porte claqua derrière elle, la laissant seule avec ses pensées tourmentées. Les murmures du hall de l'hôpital résonnaient encore dans sa tête, les insultes de Jean-Pierre, les regards accusateurs des infirmières, le poids invisible du racisme qui la marquait comme une cible. La porte s'ouvrit à nouveau et entra l'inspecteur Mercier, un homme d'une 40aine d'années, au visage buriné par des années de cynisme, accompagné d'un collègue plus jeune.
un agent aux yeux froids et au sourire narquois. Mercier s'installa en face d'elle, posant un dossier épais sur la table avec un bruit sourd. « Mademoiselle Diallo », commença-t-il d'une voix monocorde, en consultant ses notes, « vous êtes accusée de vol de véhicule, conduite dangereuse et destruction de biens privés. Expliquez-vous. » Amina leva les yeux, sa voix tremblante mais résolue. Elle raconta tout. Le macaron fatal, le choc anaphylactique de Chloé, l'interphone en panne, l'appel au SAMU avec son délai mortel de 20 minutes. Elle dépeignit sa course désespérée dans la Bugatti, les sirènes hurlantes derrière elle, son unique objectif, sauver l'enfant. « Je n'avais pas le choix », conclut-elle, les larmes aux yeux. « C'était sa vie, ou rien. » Mercier l'écouta en silence, mais son expression trahissait un scepticisme croissant. Il échangea un regard avec son collègue, qui ricana doucement. « Intéressant », dit Mercier en se penchant en avant, son ton imprégné d'une condescendance paternaliste. Une immigrée sénégalaise qui décide soudain de jouer les héroïnes au volant d'une voiture à 1 million d'euros. Vous pensez qu'on va avaler ça? Chez vous, en Afrique, on vole peut-être pour survivre, mais ici, en France, on appelle ça un crime. Les mots y frappèrent Amina comme des poignards, réveillant la rage qu'elle avait étouffée à l'hôpital. Son collègue renchérit, se levant pour faire les 100 pas autour de la table. « Regardez-la, avec sa peau noire et son accent. Vous croyez qu'on est dupe? Vous avez vu une opportunité pour un joyride, hein? Les gens comme vous viennent ici pour profiter du système, pas pour sauver des vies. » Il s'approcha trop près, son haleine chaude sur son visage, amplifiant l'humiliation. Amina serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je suis étudiante à la Sorbonne », répliqua-t-elle, la voix ferme malgré la peur. « J'étudie les sciences sociales pour changer les choses, pas pour voler. Chloé était en train de mourir. Demandez à l'hôpital aux médecins. » Mais Mercier secoua la tête, feuilletant son dossier. « On vérifiera, mais pour l'instant, les faits parlent. Vous avez fracassé une vitrine, volé une Bugatti, ignoré les feux rouges. Et Monsieur de Védrine porte plainte. Vous savez ce que ça veut dire pour une étrangère comme vous? Expulsion, fin de vos études, retour en Afrique avec une dette sur le dos. » Il poussa vers elle une pile de documents. Amende pour excès de vitesse, conduite imprudente, vol aggravé. Le total s'élevait à 4 500 €, mais ce n'était que le début. Et les réparations de la voiture? 150 000 € selon l'estimation préliminaire. Vous êtes responsable de tout, mademoiselle. Comment comptez-vous payer? Avec votre salaire de bonne? Le chiffre la frappa comme un mur de briques. 154 500 €. Une somme astronomique pour quelqu'un qui survivait avec des miettes, envoyant encore de l'argent à sa famille au Sénégal. Ses crèves, le diplôme, un avenir loin des chaînes du racisme, s'effondraient gomme sous ses yeux. « C'est injuste, » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai sauvé sa fille. Sans moi, elle serait morte. » Le collègue de Mercier éclata de rire, un son cruel qui emplit la pièce. « Sauver ou profiter? On en voit tous les jours, des histoires comme la vôtre, des Noirs qui viennent ici, volent, détruisent et pleurnichent ensuite. Si vous étiez française blanche, peut-être qu'on vous croirait. Mais vous, une Africaine? Allez, avouez, c'était pour l'adrénaline, non? » Il se pencha, son doigt pointé comme une arme. « Si vous ne coopérez pas, on vous garde ici toute la nuit, et demain, direction le centre de rétention. Adieu Paris, bonjour Dakar. » La menace culmina en un crescendo de terreur. Amina sentit le monde se refermer sur elle, les murs de la salle semblant se rapprocher, l'air se raréfier comme dans les poumons de Chloé. Elle s'effondra sur la table, les sanglots secouant son corps, un cri muet contre l'injustice qui l'engloutissait. Mercier observa, impassible, tandis que son collègue sortait en ricanant. Seul dans cette cage froide,
Amina se recroquevilla, son esprit assailli par des visions d'expulsion, de rêves brisés, de retour forcé vers un passé qu'elle avait fui. Le système, ce monstre impartial en apparence, révélait son vrai visage, un outil de préjugés, forgé pour broyer les âmes comme la sienne. Mais au fond d'elle, une étincelle de révolte persistait, un feu qui, un jour, pourrait embraser les ténèbres. Les couloirs de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Necker-Enfants Malades étaient un labyrinthe stérile, illuminé par des néons blafards qui projetaient des ombres fantomatiques sur les murs blancs. L'air y était saturé d'un mélange aseptisé d'antiseptiques et de désespoir contenu, ponctué par les bips réguliers des moniteurs et les murmures étouffés des familles en attente. Jean-Pierre de Védrine arpentait ce corridor comme un lion en cage, son costume impeccable froissé par l'anxiété, son téléphone serré dans sa main tremblante. Il n'avait pas demandé de nouvelles de Chloé depuis son arrivée. Son esprit était encore consumé par la vision de sa Bugatti abîmée, ce symbole sacré de son deuil, profané par les mains d'une immigrée noire qui l'avait chassé comme une vermine. Les infirmières le regardaient j'en ai passé, certaines avec compassion pour cet homme puissant brisé, d'autres avec un dédain discret pour son indifférence apparente envers sa fille. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit, et une femme d'une 50aine d'années, le docteur Laurent, chef de service, apparut. Son visage marqué par la fatigue trahissait une gravité professionnelle, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. « Monsieur de Védrine », dit-elle d'une voix ferme, en refermant la porte derrière elle pour préserver l'intimité. Jean-Pierre s'arrêta net, son cœur cognant comme un marteau. « Votre fille est stabilisée. Les injections d'adrénaline ont fonctionné et nous surveillons son cerveau de près. Mais je dois vous dire la vérité. Si elle était arrivée ne serait-ce que 2 minutes plus tard, les dommages cérébraux auraient quand été irréversibles. Hypoxie sévère, œdème potentiellement fatal. La personne qui l'a amenée ici, elle lui a sauvé la vie, purement et simplement. » Les mots du docteur frappèrent Jean-Pierre comme un éclair fendant le ciel orageux de sa rage. Il vacilla, s'appuyant contre le mur, son visage pâle comme un linceul. « Sauvé ? Par elle ?» balbutia-t-il, les images de l'hôpital revenant en flash. Amina menottée, traînée par les policiers, ses yeux noirs emplis de larmes qu'il avait ignorées. Le docteur hocha la tête, son ton intransigeant. « Oui, par cette jeune femme que vous avez fait arrêter. Sans sa décision rapide, sans ce trajet en urgence, Chloé ne serait plus là. Vous devriez la remercier, pas la condamner. » Jean-Pierre sentit un vide s'ouvrir en lui, un abîme de remords qui engloutissait sa fureur. Les préjugés qu'il avait nourris en silence, cette conviction que les gens comme elle étaient inférieurs, voleurs par nature, se fissuraient mine sous le poids de la réalité. Il revoyait ses propres mots, sauvages, noirs, des insultes qu'il avait crachées sans réfléchir, amplifiées par les murmures racistes de l'entourage. Autour de lui, le couloir bruissait de vie. Une infirmière passa, jetant un regard oblique. « C'est riche, toujours à blâmer les immigrés », murmura-t-elle à une collègue, assez fort pour qu'il entende. La société parisienne, avec ses strates invisibles de préjugés, semblait se liguer contre lui maintenant, le forçant à affronter ses propres démons. Jean-Pierre sortit son téléphone, composant le numéro du commissariat, mais ses doigts tremblaient. Il hésitait, hanté par l'image de Chloé, pâle et fragile, derrière la vitre de la chambre. « Je dois réparer ça », pensa-t-il, une sueur froide coulant le long de son dos. Il quitta l'hôpital en trombe, bousculant un aide-soignant qui marmonna une insulte sur « les blancs privilégiés qui piétinent tout ». Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa, les lumières des Champs-Élysées scintillantes au loin, un contraste cruel avec le chaos intérieur qui le rongeait. Il héla un taxi, aboyant l'adresse du commissariat du 15e. La course fut un tourment, les rues,
défilé Zans, embouteillé, comme toujours, chaque minute amplifiant son remords. Le chauffeur, un homme d'origine maghrébine, le regarda dans le rétroviseur avec suspicion. « Problème avec la police, hein? C'est toujours les riches qui s'en sortent, » lança-t-il, un commentaire acerbe qui piqua Jean-Pierre au vif. Il ne répondit pas, fixant les lumières floues, repensant à ses années de pouvoir, des acquisitions immobilières impitoyables, des employés traités comme des pions, des préjugés racistes qu'il avait laissés s'enraciner dans son empire. Amina, avec sa peau noire et son accent, n'avait été qu'une cible facile, un bouc émissaire pour sa douleur refoulée depuis la mort de sa femme. Le taxi s'arrêta devant le commissariat, un bâtiment austère illuminé par des lampadaires jaunes. Jean-Pierre bondit dehors, ignorant la pluie fine qui commençait à tomber, et se rua à l'intérieur. Le hall était désert, sauf pour un agent de garde qui leva les yeux de son ordinateur. « Monsieur de Védrine, l'inspecteur Mercier est encore là, » dit-il surpris. Jean-Pierre exigea de voir Amina, sa voix autoritaire masquant la panique. Mercier apparut, l'air fatigué. « Je retire la plainte, » déclara Jean-Pierre d'une traite, sortant son chéquier. « Payez les amendes, les réparations, tout. C'était une erreur, elle a sauvé ma fille. » Mercier haussa un sourcil, sceptique. « Une erreur, vous l'avez traitée de voleuse noire devant tout le monde. Et maintenant, vous changez d'avis? Typique des puissants. » Le commentaire, teinté de mépris pour les privilèges de classe et de race, fit rougir Jean-Pierre. Amina fut amenée dans la salle, encore menottée, ses yeux rougis par les larmes. Elle le regarda, un mélange de peur et de défi dans le regard. Jean-Pierre s'approcha, les mots se bousculant. « Je paye tout, les 154 500 €. Vous êtes libre. » Mais Amina recula, sa voix tremblante de rage contenue. « Libre? Après m'avoir traité comme une criminelle parce que je suis noire, vous avez vu en moi une voleuse avant même de savoir la vérité. » L'affrontement culmina en un silence chargé, Jean-Pierre affrontant ses préjugés racistes pour la première fois, son empire intérieur chancelant. Mercier observa, impassible, tandis que les chaînes tombaient. Amina sortit, tête haute, mais brisée, laissant Jean-Pierre seul avec son reflet dans la vitre, un homme blanc, privilégié, forcé à genoux par sa propre ignorance. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un fleuve trouble, charriant les débris d'une tempête qui avait ravagé des vies. Amina était revenue à son modeste appartement en banlieue, un studio exigu où les murs fins laissaient de filtrer les bruits de la ville, un rappel constant de sa précarité. Libérée des menottes, mais pas des chaînes invisibles du racisme, elle tentait de reprendre ses études à la Sorbonne, arpentant les couloirs gothiques de l'université avec une prudence accrue. Son corps portait encore les marques de l'épreuve, des poignets endoloris, un sommeil hanté par les sirènes et les insultes. Jean-Pierre avait payé les dettes, effaçant les 154 500 € comme on balaie une poussière gênante. Mais pour Amina, ce geste n'effaçait pas les blessures profondes. Elle évitait les regards, se fondant dans la masse des étudiants, mais sa peau noire la trahissait toujours, un phare pour les préjugés. À l'hôtel particulier du 16e arrondissement, Jean-Pierre errait comme un fantôme dans ses propres murs. La Bugatti, réparée et polie, trônait à nouveau dans le garage, mais son éclat semblait terni. Il passait des heures avec Chloé, apprenant maladroitement à tresser ses cheveux blonds, à lire des histoires du soir avec une voix hésitante. La fillette, remise de son choc anaphylactique, le regardait avec une innocence qui le poignardait. « Où est Amina, papa? Elle me manque, » disait-elle souvent, ses yeux bleus emplis d'une tristesse enfantine. Jean-Pierre sentait le remords le ronger comme un acide, ses nuits peuplées de cauchemars où il revoyait Amina menottée, ses propres mots racistes résonnant comme un écho accusateur. Pour expier,
il avait créé une bourse d'études au nom de sa défunte épouse, Isabelle de Védrine, destinée aux étudiants issus de l'immigration africaine. Il l'avait attribuée à Amina en premier, un chèque anonyme accompagné d'une lettre laconique « Pour votre avenir. Pardonnez-moi ». Amina reçut la nouvelle par email, assise dans la bibliothèque de la Sorbonne, entourée de piles de livres sur les inégalités sociales. Le montant, assez pour couvrir ses frais pour 2 ans, la laissa sans voix. Était-ce une aumône, une tentative de rachat? Elle accepta, par nécessité, mais le geste raviva sa colère. « Il pense qu'il peut acheter mon silence », murmura-t-elle, froissant la lettre. Autour d'elle, la vie universitaire reprenait, mais les ombres du racisme persistaient. Ses camarades, majoritairement blancs et privilégiés, la regardaient avec une curiosité malsaine depuis que l'histoire avait fuité dans les journaux locaux. La bonne noire qui a volé une Bugatti pour sauver une riche gamine. Certains la félicitaient du bout des lèvres, mais d'autres, jaloux ou préjudiciés, murmuraient dans son dos. Elle a eu de la chance pour une Africaine. Sans ça, elle serait renvoyée chez elle. La tension culmina un après-midi pluvieux dans la cour de la Sorbonne, où les étudiants se rassemblaient sous les arcades pour débattre. Amina traversait la place, son sac chargé de livres, quand un groupe de jeunes hommes, des étudiants, en droite aux allures arrogantes, l'interpella. « Hé, la voleuse de luxe, comment ça fait de conduire une Bugatti avec tes mains sales d'immigré ?» lança le leader, un blond aux yeux froids, provoquant des rires chez ses comparses. Amina s'arrêta, le sang bouillonnant. « Je n'ai pas volé, j'ai sauvé une vie », répliqua-t-elle, la voix ferme, mais ils l'encerclèrent, leur voix montant en un chœur haineux. « Retourne en Afrique, sale noire, tu profites de notre pays, tu voles nos jobs, et maintenant nos voitures. On n'a pas besoin de gens comme toi ici. » Un autre cracha par terre, près de ses pieds, tandis qu'un troisième la bouscula légèrement, la foule autour commençant à murmurer, sans intervenir. Amina sentit la peur se mêler à une rage explosive. Elle pensa à sa mère au Sénégal, à ses rêves à les piétiner, à Chloé qu'elle avait sauvée au prix de son humiliation. « Vous ne savez rien de moi !» cria-t-elle, repoussant le plus proche, sa voix résonnant dans la cour. « Je suis étudiante ici, comme vous. Mais contrairement à vous, je n'ai pas besoin de haïr pour me sentir supérieure. » Les insultes redoublèrent, un des garçons la traitant de singe voleuse, attirant plus de regards hostiles. La confrontation vira au chaos. Amina, dos au mur, leva les mains pour se défendre, quand soudain, une voix tonitruante fendit la foule. Jean-Pierre surgit, essoufflé, ayant été alerté par un appel anonyme d'un témoin. « Arrêtez, laissez-la tranquille !» hurla-t-il, se frayant un chemin, son visage rouge de honte et de détermination. Les étudiants se figèrent, reconnaissant l'homme puissant des journaux. Jean-Pierre se planta devant Amina, fassine le groupe. « C'est moi qui l'ai accusée à tort. Elle a sauvé ma fille, et j'ai laissé mes préjugés racistes me guider. J'ai été un monstre, aveugle à sa valeur parce qu'elle était noire, immigrée. Mais vous perpétuez cette haine sans raison. » Sa voix trembla, un aveu public qui le brisait, exposant ses faiblesses au monde. Les étudiants reculèrent en murmures de surprise traversant la cour, tandis que des téléphones filmaient la scène. Amina le regarda, stupéfaite, un mélange de gratitude et de méfiance dans les yeux. Jean-Pierre se tourna vers elle, les larmes aux yeux. « Je suis venu pour m'excuser, publiquement. Pas pour l'argent, mais pour changer. » Le climax de cette confrontation publique marqua un tournant, forçant Jean-Pierre à affronter ses démons devant témoins, tandis qu'Amina, debout et fière, sentait pour la première fois le vent de la justice effleurer sa peau. Les rayons du soleil printanier baignaient dans le campus de la Sorbonne d'une lumière dorée, transformant les vieux bâtiments en un tableau vivant de Renaissance.
Les étudiants flânaient, sous les arches gothiques, des livres sous le bras, des rires fusant comme des étincelles dans l'air tiède. Amina marchait parmi eux, non plus comme une ombre furtive, mais avec une assurance naissante, son sac rempli de notes sur les injustices sociales. La bourse Isabelle de Védrine avait changé sa vie. Plus de dettes écrasantes, plus de nuits d'hommes blanches à craindre l'expulsion. Elle était devenue un symbole discret, une étudiante noire qui avait défié un système raciste et en était sortie victorieuse. Ses camarades la saluaient maintenant avec respect, certains lui demandant conseil sur des essais sur le colonialisme, d'autres murmurant son histoire comme une légende urbaine. Mais sous cette surface calme, les cicatrices palpitaient encore, un rappel que la justice n'effaçait pas les blessures. À l'hôtel particulier, Jean-Pierre avait initié un rituel de guérison. Avec Chloé à ses côtés, il avait planté un magnolia dans le jardin, un arbre aux fleurs blanches et pures, symbole de gratitude et de renouveau. C'est pour Amina, avait-il expliqué à sa fille, agenouillée dans la terre meuble, ses mains habituées aux contrats immobiliers, maintenant salides par l'humus. Chloé avait hoché la tête, ses petites mains aidant à creuser, un sourire illuminant son visage. « Elle va revenir, papa ? Je veux lui montrer. » Jean-Pierre avait promis, son cœur serré par le remords. Il avait commencé à remodeler son empire, des audits internes pour éliminer les discriminations, des partenariats avec des associations antiracistes. Mais ses actes, bien que sincères, étaient tentés par le fantôme d'Amina, qu'il n'avait pas revu depuis la confrontation à la Sorbonne. La tension montait dans les rues de Paris, où les murmures de mécontentement se transformaient en clameurs. Une manifestation contre le racisme institutionnel s'organisait place de la République, un rassemblement massif appelant à des réformes dans l'emploi, l'éducation et la police. Amina, alertée par ses amis étudiants, décida d'y participer. « C'est mon combat », se dit-elle, enfilant un manteau simple, son esprit bouillonnant de souvenirs. Les menottes, les insultes, la Bugatti qui avait tout changé. Elle arriva sur la place bondée, où des milliers de personnes brandissaient des pancartes. Black Lives Matter en France. Stop au racisme systémique. L'air vibrait de chants et de slogans. Une énergie électrique qui la galvanisa. Au milieu de la foule, elle repéra des visages familiers. Les étudiants qui l'avaient harcelée à la Sorbonne, regroupés en un petit noyau hostile, hurlant des contre-slogans « La France aux Français, dehors les immigrés ». Leur leader, le blond arrogant, la vit et un sourire malveillant illumina son visage. « Tiens, la voleuse noire, venue profiter de nos rues, maintenant ?» cria-t-il, s'avançant avec ses acolytes, formant un cercle menaçant autour d'elle. La foule se divisa, certains observant avec curiosité, d'autres murmurant des encouragements. Amina sentit la peur monter, mais une rage primordiale l'envahit. « Je ne vole rien, j'ai sauvé une vie, et vous volez la dignité des gens comme moi tous les jours, » répliqua-t-elle, sa voix portant au-dessus du tumulte. Le leader s'approcha, son souffle chaud sur son visage. « Tais-toi, africaine, retourne dans ton bourbier, où on te renvoie nous-mêmes. » Il leva la main, comme pour la frapper, et la foule retint son souffle. Mais Amina ne recula pas. Elle attrapa son poignet, le tordant avec une force née de années de survie. « Touchez-moi, et vous verrez ce qu'une noire peut faire !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les acolytes chargèrent, une bousculade éclatant, poings volants, cris de rage, la manifestation virant au chaos localisé. Amina se défendit farouchement, esquivant un coup, en rendant un autre, son corps devenu un rempart contre l'injustice. Des manifestants alliés intervinrent, repoussant les agresseurs, mais le leader, furieux, cracha. « Ton empire de pleurnichard va s'effondrer, on va te briser. » Au pic de la mêlée, une sirène retentit. La police anti-émeute approchait, matraque prête.
Amina, essoufflée et couverte de bleu, se releva, entourée de soutiens qui scandaient son nom. « Amina! Amina !» Le leader fut emmené, hurlant des insultes racistes, mais elle savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Plus tard, dans un café proche, bandée par des amis, elle reçut un appel de Jean-Pierre. « J'ai vu les vidéos en ligne. Je viens témoigner pour vous, contre eux. Et je veux reconstruire avec vous. » Amina hésita, puis accepta, un pardon naissant dans son cœur. Chloé, au téléphone, ajouta « Reviens, Amina. Le magnolia fleurit pour toi. » Ce geste scella une alliance fragile, transformant son combat personnel en un mouvement plus large. De retour chez elle ce soir-là, Amina contempla la ville depuis sa fenêtre, les lumières de Paris scintillant comme des étoiles d'espoir. Elle avait triomphé, non par vengeance, mais par résilience, forçant le monde à voir au-delà de sa peau. Le bourbier avait donné naissance à une fleur indomptable, prête à essaimer. Cette histoire d'Amina, une femme qui a défié le racisme et l'injustice pour sauver une vie, nous rappelle que le courage peut fleurir même dans les ténèbres. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce récit? D'où nous écoutez-vous? Votre voix compte, alors partagez-la. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure avec nous. Si elle vous a inspiré, donnez un like, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires vibrantes. À très bientôt pour de nouvelles émotions.